Chers amis, bienvenue dans Quoi de neuf en histoire. Je m'appelle Rassan Moubarak et dans ce podcast, je reçois des écrivaines et des écrivains pour parler d'histoire à l'occasion de la sortie de leur dernier livre. Mon invité aujourd'hui est Olivier Manoni. Bonjour Olivier. Oui, bonjour. Vous êtes traducteur de l'allemand vers le français. Vous avez traduit de nombreux philosophes, sociologues, historiens et romanciers. Et vous êtes entre autres spécialisé dans les textes de l'Allemagne nazie. Vous avez reçu en 2018 le prix Eugène Hemley pour l'ensemble de votre œuvre de traduction. Et vous avez publié tout récemment un petit livre intitulé « Traduire Hitler » aux éditions Héloïse d'Ormesson. C'est vous en effet qui avez assuré la traduction en français, la nouvelle traduction en français de Mein Kampf, qui est sortie sous la forme d'une édition critique aux éditions Fayard en mai 2021, intitulée « Historiciser le mal ». On y reviendra en détail. Cette édition critique comportait déjà une longue introduction générale de 45 pages, dans laquelle étaient exposées les raisons qui ont abouti à ce projet littéraire et sa traduction. Pourquoi est-ce que vous y revenez un an et demi après? Est-ce que c'est un besoin ou un moyen pour vous d'exorciser le mal? Écoutez, très concrètement, on me l'a en fait proposé, demandé, et j'avais tellement ça dans la tête qu'en fait j'ai répondu tout de suite. Je veux dire, le lendemain matin, j'avais le plan. Donc en fait, le livre était dans ma tête. Bon, je travaille beaucoup, il fallait que l'occasion se présente, c'est tout. Donc c'est à peu près ce qui s'est passé. Mais je me suis aperçu que oui, j'avais besoin de ça. J'avais besoin d'aller plus loin dans ma réflexion sur ce travail. Pour commencer, il est peut-être pas inutile de rappeler ce que c'est Mein Kampf, parce que ce livre, tout le monde en a entendu parler, mais très peu de personnes l'ont lu. On peut resituer le contexte. On est en novembre 1923. Adolf Hitler, qui est déjà à l'époque président du Parti national-socialiste, échoue dans sa tentative de putsch. C'est ce qui est connu sous le nom du putsch de la brasserie à Munich. Il est arrêté, il est jugé et incarcéré à la prison de Landsberg. Il est condamné à 5 ans de détention, mais il n'y restera que 13 mois. Il en sort en décembre 1924. Et c'est durant cette détention qu'il écrit Mein Kampf, qui sortira sous forme de 2 tomes en juillet 1925 et décembre 1926. Comment est structuré Mein Kampf? Qu'est-ce qu'on y trouve et quelles sont les motivations de Hitler à l'époque pour l'écrire? Grosso modo, il y a 2 parties qui sont relativement distinctes, mais comme Hitler est un monsieur qui est assez confus, il y a quand même des choses qui se mélangent. Donc la première partie est d'une histoire de la naissance du mouvement nazi, une histoire de Hitler aussi, les 2 éléments étant truffés de mensonges, d'enjolivements, etc., et d'euphémismes d'un côté et d'enflements monstrueux de l'autre côté. La deuxième partie est plus théorique, c'est une espèce de projet politique très très fumeux, très complexe, très mal pensé, avec un plan extrêmement flou et qui part un peu dans tous les sens. Voilà, on peut dire ça comme ça. Il a écrit la première partie en fait au Landsberg, la deuxième après sa sortie. L'écriture de la deuxième partie c'est déjà faite dans des conditions assez exceptionnelles. Pour un détenu, il avait une cellule ouverte, il avait son secrétaire Rudolf Hess à côté pour prendre des notes et réviser son texte. Il avait des visites absolument toute la journée de ses adeptes qui lui apportaient toutes sortes de choses et voilà. Donc c'était des conditions d'écriture assez confortables quand même. Vous rappelez justement dans votre livre la situation dans laquelle Hitler se trouvait. Il avait un casier judiciaire, il restait sous le régime de la liberté conditionnelle. Et puis à l'époque, il n'était pas allemand, il était autrichien, et donc craint d'être expulsé vers son pays d'origine. Et donc, vous dites, il avait intérêt à modérer ses attaques contre la République de Weimar. Vous diriez qu'il s'est autocensuré dans ce livre? Alors, ça, c'est ce que dit c'est pas moi qui l'écris, c'est l'introduction générale qui a été faite notamment par Florent Briard, à laquelle j'ai pas participé, mais ils sont beaucoup plus spécialisés que moi dans ce domaine-là. Il les modère, mais d'une manière quand même très relative. Hein. Il y a des attaques d'une violence assez insensée. Il aurait vraisemblablement pu y aller plus fort, notamment dans le domaine le plus délicat, c'est-à-dire le passage à l'acte armé, qui avait déjà eu lieu en 19. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, disons qu'il ne lance pas d'appel aux armes. Enfin, il y a d'une férocité invraisemblable contre Weimar, et il fait très très peu de nuances. Hein. Mais c'est vrai qu'il a une certaine prudence qu'on retrouve aussi dans le vocabulaire. Alors, Mein Kampf possédait déjà une première traduction française, dirigée par André Calmette et publiée par Fernand Surlot aux Nouvelles Éditions Latines en 1934. Vous pouvez nous raconter la genèse de cette première traduction? Parce qu'en plus, elle a été financée par la LICA, la Ligue internationale contre l'antisémitisme, donc c'est un peu paradoxal. C'est une histoire tout à fait paradoxale. Donc, les éditions Surlot, à l'époque, sont des éditions maurassiennes, hein, très, très proches de l'extrême droite. Enfin, pas très proches, c'est des éditions d'extrême droite. Et Surlot lui-même est un militant très actif dans son domaine d'édition. Ce sont des maurassiens antisémites, même si c'est pas le cœur de leur préoccupation. Ça fait partie du tableau, mais ils sont surtout anti-allemands.
Et donc, quand il se décide de se mettre à ce travail, c'est pour montrer à quel point le Boche prépare de nouvelles monstruosités, plus que pour attaquer les Juifs, même si très vraisemblablement, au fond de leur tête, ils pensent qu'ils vont faire d'une pierre deux coups. Mais la cible principale, c'est quand même l'Allemagne, dont ils ont bien compris que les menaces allaient recommencer. Ils vont principalement tenter de résumer les risques que fait peser Hitler dans son texte. L'ICRA intervient parce qu'elle a exactement les mêmes préoccupations. C'est-à-dire qu'elle veut que les Français sachent ce qui se passe et elle va effectivement aider Sorlo d'abord à financer l'ouvrage et surtout après, quand le livre va être interdit, elle va récupérer 5000 exemplaires qu'elle va se charger de distribuer à tous les influenceurs, à tous les hommes politiques, militaires, intellectuels, etc. en France qui comptent pour que les gens sachent exactement ce qui se passe. Voilà. Donc ça a été un processus tout à fait étrange et il faut ajouter simplement ce que les gens ne savent pas, que Hitler a bien été interdit en France en 1935 une seule fois et il a été interdit Mein Kampf, pardon, a été interdit par Hitler. Parce qu'il s'agissait d'une édition pirate sans droit qui inquiétait Hitler. Alors on a notamment une lettre de Rudolf Hess qui écrit attention, le livre est en train de paraître. Il a en plus à l'époque, il croit avoir vu une introduction assez anti-allemande et donc il avertit la chancellerie en disant attention, il se passe quelque chose en France, il faut faire quelque chose et il décide de lancer un procès. Mais c'est pas un procès pour de censure évidemment, c'est un procès commercial qui est lancé en fait par les éditions Amann, qui sont les éditeurs de Hitler pour piratage et ils vont bien entendu, sur le plan commercial, gagner leur procès puisque Sorlo n'a absolument acheté aucun droit de reproduction à l'époque. Donc le livre est interdit, pilonné, sauf ces 5000 exemplaires qui vont continuer à circuler en France grâce à la LICA. Et ce qu'il faut souligner, c'était que c'est une traduction intégrale de Mein Kampf. Les passages les plus anti-français étaient inclus dans cette traduction. Oui, il y a absolument tout à ce moment-là, tout à fait. Après, Hitler va autoriser une deuxième édition qui va apparaître chez Fayard, avec une nouvelle traduction, qui sont des publications d'extraits simplement, sous le titre Mon combat. C'est une des rares éditions avec le titre traduit. Et là, effectivement, il y a beaucoup de passages anti-français qui ont été expurgés. Adolf Hitler meurt en 1945. Donc, comme pour n'importe quel auteur, les droits de l'ouvrage tombent dans le domaine public 70 ans après sa mort. Donc, les droits étaient détenus jusque-là par l'État régional de Bavière et ils tombent dans le domaine public le 1er janvier 2016. Et une édition critique fut préparée en Allemagne par l'Institut d'histoire contemporaine à Munich et ça paraît en janvier 2016. Est-ce que la préparation de ce projet là-bas s'est heurtée à des obstacles et quel en a été l'accueil fait par la presse et la critique ? Alors oui, il y a eu des obstacles. Bon, il faut savoir que dans toute l'Europe, en fait, les historiens se posent la question à partir de 2011. Dès 2011, il y a une tribune qui paraît dans le Monde d'historiens français qui se demande ce qu'il va falloir faire. La crainte, si vous voulez, qu'on a à l'époque, c'est qu'avec le passage dans le domaine public, en fait, le Land de Bavière qui gère les droits d'auteur, ou plus exactement les droits de publication de tous les criminels de guerre nazis, n'avait plus la possibilité d'interdire le livre. Or, il était interdit en Allemagne, pas en France, où il était autorisé, mais en Allemagne, il a été interdit en 1945 immédiatement. Et donc, personne n'avait le droit de le republier. Et ce que craignaient les historiens allemands, c'est qu'on republie ce livre sans aucune espèce de commentaire et que ça redevienne un objet de propagande. Donc, à partir de 2011, l'Institut d'histoire contemporaine de Munich, qui est un des plus grands centres de recherche historique en Allemagne et qui est dirigé par Andreas Wirsching, décide de se mettre au travail. D'abord avec l'assentiment du Land de Bavière, qui a donné son accord pour ce travail. Et il travaille pendant 2 ou 3 ans, si je me rappelle bien, c'est en 2014, par contre, que le président du Land de Bavière, donc de l'État régional de Bavière, se rend en Israël et a une rencontre à Yad Vashem où les responsables de Yad Vashem et du gouvernement israélien lui disent qu'il est absolument impossible que ce livre sorte et le disent apparemment en des termes suffisamment énergiques pour que cet homme politique revienne en disant écoutez, on arrête tout, alors que le projet est très largement engagé, que l'Institut pour l'histoire contemporaine a engagé beaucoup d'argent, beaucoup de personnel, un énorme travail déjà. Et donc, il y a de nouvelles discussions qui vont commencer, qui finalement vont effectivement aboutir à cette édition de 2016, qui est déjà forme extrêmement proche de l'édition française, qui s'en est largement inspirée. Et Andreas Wirsching, le patron de l'Institut d'histoire contemporaine, est co-éditeur avec Florent Braillard de l'édition française. Donc, il y a une parenté très proche entre les deux projets. Et il s'agit déjà d'une énorme édition avec un appareil de notes considérable. L'édition allemande fait 2 volumes gigantesques, aussi épais que le nôtre, et comporte, outre des notes qu'on retrouve en français, toute une partie sur les variantes du texte. Donc c'est un travail absolument gigantesque qui a été mené. J'ajoute qu'il est mené, il a été mené bien entendu en France, mais il y a d'autres projets à peu près identiques qui se déroulent à l'heure actuelle dans d'autres pays européens. Dans quelle langue ?
Alors, le néerlandais, je suis sûr, et j'ai entendu parler d'un projet italien aussi. Et en anglais? En anglais, je sais pas. J'ai pas eu d'informations sur ce point. L'édition française, donc qui s'appelle Historiciser le mal, a été menée sous la direction, vous l'avez dit, de Florent Braillard. Donc c'est une adaptation en fait pour le lecteur français. Il y a des ajouts comme des suppressions. On peut redire en quelques mots comment est construit le texte. Il y a environ un tiers qui est le texte de Mein Kampf lui-même, Oui, un autre tiers qui sont des annotations. Un autre tiers qui sont les introductions générales et spécifiques à chaque chapitre. Absolument. Ce qui s'est passé, on a repris de l'édition allemande une partie des notes qui ont été traduites par des membres de l'équipe, mais des notes ont été rajoutées aussi par l'équipe d'historiens, de philologues, de germanistes français qui ont travaillé sur le texte. Et sous la direction de Florent Braillard, les équipes qui travaillaient ont créé d'une part une introduction générale qui était, comme vous l'avez dit, assez volumineuse, et des introductions pour chaque chapitre pour présenter chacun des 27 chapitres de Mein Kampf. Voilà. Et donc ils reprennent une partie des notes, mais il y a une très grosse partie de travail qui a été faite en France pour cette édition-là. Ce travail de contextualisation, pour vous, c'était une condition indispensable pour faire partie du projet ? C'est toujours une condition sine qua non pour moi, c'est-à-dire que j'ai hors de question que je contribue à la publication d'un texte brut, sans commentaire d'historien, sans encadrement. Les deux sont absolument pour moi nécessaires pour que je participe en tant que traducteur à un projet de ce type. Et les faits me donnent raison parce que quand vous voyez ce genre de publication, quand c'est mené sans aucun encadrement d'historien, ça donne des publications d'abord d'une qualité assez épouvantable et d'autre part de pure propagande. Je cite dans mon livre le livre de Rosenberg qui a été publié en français, non seulement sans notes, sans commentaires, mais avec une introduction apologétique qui est absolument scandaleuse par une maison d'édition d'extrême droite. Donc voilà, c'était typiquement le genre de projet avec lequel je ne veux strictement rien avoir à faire. Donc à chaque fois que j'ai travaillé sur des textes sources, j'en ai pas fait beaucoup, 4 au total, sur près d'une cinquantaine de livres consacrés au nazisme que j'ai traduits. Dans ces cas-là, je demande toujours à ce qu'il y ait une équipe d'historiens. Et de toute façon, ce sont des projets quand on me les propose qui sont déjà qui ont déjà cette forme-là. Pour résumer l'état d'esprit dans lequel ce travail a été mené en Allemagne et puis aussi en France, vous reprenez dans le livre une expression de Christian Ingrao, qui est directeur de recherche au CNRS, qui parle de refroidir Mein Kampf. Ça résume bien ça le projet, non ? Oui, si vous voulez, le problème qu'on a avec ce livre, c'est que comme il a été interdit en Allemagne, il a gardé là-bas une espèce d'aura sulfureuse, d'un côté diabolique, maléfique, etc. En France, c'est un peu pareil, c'est le livre du mal absolu. Ça lui donne une force qu'il ne devrait pas avoir, ça lui donne une force un petit peu magique, si vous voulez. Florence Aubenas parle de grimoire dans le texte qu'elle a consacré au projet dans le Monde, alors que c'est rien de tout ça. Je veux dire, c'est un très mauvais texte, c'est un texte extrêmement épais, pâteux, qui n'a rien de sorcier, si j'ose dire, c'est-à-dire qui n'a vraiment rien pour séduire ou pour enchanter au sens premier du terme ses lecteurs. Est-ce que la première traduction française, celle de 1934, et en tout cas cette première édition, est-ce qu'elle n'a pas contribué à cette aura ? Parce que ne serait-ce que sur la couverture du livre, même aujourd'hui, ce livre est encore disponible, la typologie au niveau de la couverture, c'est fracture, c'est l'écriture gothique. Est-ce que ça participe pas, ça, au marketing du mal ? Je ne sais pas si c'est du marketing ou si c'est simplement naturel. Ce qui est très frappant, c'est que dans le monde entier, pratiquement, on a gardé ce titre allemand. Ça correspond, selon moi, alors peut-être effectivement à une volonté de contribuer à la diffusion du livre, mais plus profondément, je pense que ça reflète aussi la réalité, si vous voulez, de ce qu'est la langue nazie, quoi. C'est-à-dire Mein Kampf, donc c'est déjà très dur à prononcer pour un Français, et puis le mot à lui seul suffit pour faire peur. Enfin, c'est un mot qui claque comme un coup de fouet, et je pense que c'est pour ça que ça a été repris comme ça. Est-ce que ça a contribué à l'aura maléfique du bouquin ? Certainement, oui, certainement. Je pense que le fait que ce titre allemand dont personne, sauf les germanistes bien sûr, sait très précisément ce qu'il signifie et à quoi il renvoie. Kampf, ça peut être le combat dans la guerre ou la lutte simplement. Ça a aussi contribué effectivement à lui donner cette espèce de caractère d'objet non identifié et dangereux, qui le rend encore plus dangereux finalement que ce qu'il est réellement. Que reprochez-vous principalement à cette première traduction de 1934 ? Parce que vous dites que les règles de traduction à l'époque ne sont plus forcément les mêmes aujourd'hui. Est-ce que c'est juste une querelle technique de spécialistes ou est-ce que vous reprochez le fond ?
Alors, il y a très peu de choses sur le fond qui soient vraiment déplacées. C'est pas un texte qui est criblé de contresens. Il y en a quelques-uns, mais sur des textes pareils, c'est à peu près inévitable. D'un point de vue technique, cette traduction a beaucoup vieilli, mais c'est pas de la faute des traducteurs. C'est simplement que l'historiographie d'après-guerre, si vous voulez, a défini un certain nombre de termes, toute une terminologie pour désigner ce qui s'était passé sous le nazisme, et surtout pour retraduire les termes qui étaient déjà utilisés dès 1925 par Hitler, de telle sorte qu'ils correspondent à des réalités idéologiques ou historique. Et donc ça, évidemment, il ne l'avait pas, et là, il y a tout un travail à refaire. Bon, c'est tout à fait normal. Donc elle a beaucoup vieilli, et surtout, sur le fond, elle ne restitue pas du tout la forme du texte d'Hitler, c'est-à-dire qu'ils en font un texte relativement lisible, très lourd, mais lisible. Là encore, les traducteurs n'avaient, je pense, pas le choix à l'époque, parce que publier un texte aussi lisible qu'est Mein Kampf tel quel à l'époque, c'était tout simplement impensable. Je veux dire, personne ne l'aurait lu. Or, le but, c'était précisément qu'il soit lu. Vous écrivez justement à propos du texte de Hitler que sa langue est à peu près inaccessible au commun des mortels. Vous dites donc je vous cite, il a un style confus, une accumulation d'adverbes, de conjonctions douteuses, des glissements sémantiques, des syllogismes, des dérapages. Cette construction de phrase, elle était aussi pénible à lire pour un Allemand des années 30-40 ? Oui, oui, tout à fait. On sait qu'il y a il y a peu d'Allemands qui ont lu la totalité de ce livre. Et quand le livre est paru, les intellectuels de droite conservatrice, modérés et de gauche, y ont vu la preuve que Hitler n'arriverait jamais à rien. C'est-à-dire que c'était tellement mauvais et tellement mal écrit qu'ils se sont dit, mais c'est un pitre, c'est invraisemblable. L'idée de la culture dans la politique allemande, d'ailleurs dans la politique française à la même époque aussi, était extrêmement important. On ne pouvait pas faire de politique si on ne savait pas parler, si on ne savait pas s'exprimer correctement, si on n'avait pas l'éloquence, si on n'avait pas la maîtrise du vocabulaire et de la grammaire. Et là, on se retrouvait face à un individu qui, de toute évidence, avait un problème majeur de maîtrise du langage. Vous donnez plusieurs exemples de traductions alors alternatives. Il y a des termes polysémiques. Et moi, l'un de ceux qui m'a le plus retenu mon attention, c'est Judentum. Vous le traduisez de différentes manières et c'est différent par rapport à la première édition française. Est-ce que vous pouvez nous expliciter ce point-là ? Oui, alors ce qui se passe en fait, c'est c'est un terme qui est un terme tout à fait courant en allemand. Hein. L'allemand, vous savez, c'est bien les mots valises. Donc là, en l'occurrence, ce terme, il est composé de Juden, qui veut dire juif, et Tum, qui désigne en fait quelque chose d'assez abstrait, si vous voulez, une entité. Donc ça, on pourrait traduire ça littéralement l'entité juive. Et il y a d'autres mots beaucoup plus péjoratifs, toujours formés de la même manière, mais Juderei, par exemple, pour donner à ce mot une charge péjorative extrême. Or, ce que Hitler emploie dans Mein Kampf, c'est le premier terme. Pour une raison très très simple, c'est qu'il tente de créer un édifice vaguement intellectuel, et donc il va tenter d'opposer des concepts. Et là, il oppose le concept de Judentum, le judaïsme ou la judaïté, à celui de Deutschtum, la germanité. Et les traducteurs de l'époque lisent le texte de Hitler à fort juste titre comme le texte d'un antisémite forcené. Et comme ils sont maurassiens, ils vont aussi aller chercher leur vocabulaire dans le vocabulaire des courants dans lesquels ils se trouvent. C'est pas le vocabulaire de Maurras qui n'utilise pas ce genre de terme, mais c'est le vocabulaire par exemple, de Léon Bloy. Et là, ils vont donc traduire ça par juiverie, qui est le terme utilisé à l'époque par l'extrême droite pour désigner de manière péjorative la population juive de France et d'ailleurs. Donc, ils reprennent ça. Il y a d'autres exemples du même type, et puis il y a des erreurs, j'en parle aussi. Enfin, il y a des termes très techniques comme Völkisch, par exemple, qui sont traduits d'une manière, là, pour le coup, aberrante, par méconnaissance simplement des racines historiques. Oui, Völkisch, c'est intraduisible, non? D'ailleurs, vous avez gardé le Völkisch dans le texte. Moi, je l'ai gardé après. Alors, chacun de ces termes-là faisait l'objet de discussions entre les historiens et moi-même. Sur ce mot-là, j'avais proposé national populiste, et les historiens ont trouvé que c'était trop moderne, donc je me suis rallié à eux. On a gardé le terme Völkisch. C'est à peu près intraduisible parce que ce mot désigne un mouvement déjà bien antérieur au nazisme, hein, qui commence à la fin du 19e siècle, qui est à la fois un mouvement d'extrême droite très clairement, un mouvement raciste très clairement aussi, mais aussi un mouvement de retour à la terre, de culte du terroir, et puis un mouvement aussi où se mêlent des éléments ésotériques qui vont revenir après via Himmler par exemple ou Göring dans la pratique du régime nazi. Donc c'est un peu tout ça, c'est extrêmement difficile à rendre en français, enfin, il n'y a pas de terme qui le rendrait. Donc effectivement on a choisi de le garder en allemand quand on n'a pas d'équivalent, c'est malheureusement la seule solution. On apprend en vous lisant que vous n'avez pas traduit le texte une seule fois, mais 2 fois. Pourquoi cela ?
Alors, j'ai fait une première version en tentant d'imaginer ce que pourrait supporter un éditeur. Et effectivement, en fait, j'ai eu deux directeurs d'édition. Le premier, Fabrice Dalméda, et le deuxième, Florent Braillard. Fabrice Dalméda souhaitait quelque chose d'assez lisible, et donc je me suis tenu à cela. Donc, j'ai fait un texte extrêmement fidèle, mais sans forcer le trait. Forcer le trait pour un traducteur, ça veut dire reprendre les erreurs de l'original. Donc, pour ce qui concerne Hitler, c'est une langue extraordinairement chargé d'adverbes, chargé d'adjectifs, des phrases monstrueusement longues et sans effet stylistique volontaire. Donc j'avais un peu, disons, allégé l'énorme ballast de ce texte. Et Florent Braillard, qui est arrivé donc 2 ans plus tard pour reprendre le projet, m'a demandé avec un grand sourire si je pouvais tout reprendre en rendant, par les méthodes de la traduction, en rendant exactement le texte tel qu'il était, c'est-à-dire de recréer en français un texte lourd, mal fichu et proche de l'illisibilité, dans beaucoup de cas. Voilà toute l'histoire. Et donc j'ai effectivement fait 2 versions. Une première où j'avais même reculé en rendant mon texte sur la première version que j'avais faite, qui était un peu plus risquée déjà que ce que j'ai rendu au premier directeur d'édition. Puis donc à la demande de Florent Braillard et avec l'équipe d'historiens qui a travaillé à ce moment-là, on a refait totalement une traduction qui est beaucoup plus proche de l'allemand sans être un calque. On ne dispose pas justement du manuscrit original. Seuls quelques feuillets ont été retrouvés. Ces passages, est-ce qu'ils vous ont permis de comprendre des choses, donc, parce que j'imagine que c'était annoté par Hitler, de plus que le texte imprimé? Non, moi je travaille sur le texte que j'ai. Un traducteur n'est pas un philologue. Il travaille vraiment sur un objet. Et je suis pas non plus allé chercher les variantes de ce qu'il a fait après. On est focalisé sur un objet, en plus c'est un objet extrêmement particulier en l'occurrence, dont on va tenter de dégager les principales caractéristiques. Donc quand je travaille dans ces cas-là, sauf dans des cas extrêmement particuliers, je suis totalement concentré sur le texte et je vais pas chercher ailleurs, si vous voulez, les éléments qui pourraient m'envoyer sur d'autres pistes, parce que ma seule piste pour moi c'est le texte et lui seul. Vous resituez Mein Kampf dans le cadre plus général de la littérature nazie. Vous citez à plusieurs reprises les journaux de Goebbels et de Rosenberg que vous avez aussi traduits. Et ce que vous dites, c'est que les nazis ont délibérément perverti, détourné la langue allemande. Dans quel but et pour quelle efficacité ? Alors, il y a 2 buts principaux et c'est très efficace dans les 2 cas. Le premier, c'est simplement d'utiliser la langue allemande pour terroriser. Ça passe par ce que décrit Victor Klemperer dans LTI, ça passe par une infiltration totale de ce langage créé par les nazis dans la langue, dans la vie quotidienne. C'est-à-dire chaque objet devient, chaque démarche, chaque manière de voir le monde la plus quotidienne s'imprègne petit à petit de ce langage nazi. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire, c'est tous les petits mots, si vous voulez, qui vont rentrer dans la vie quotidienne des Allemands pour désigner des réalités. Les loisirs sont organisés par Kraft durch Freude, par exemple, une organisation qui veut dire la force par la joie. Le récepteur radio qu'on diffuse un peu partout ont un nom de marque qui est Volksempfänger, ce qui veut dire littéralement le récepteur du peuple. Puis il y a plein de petites choses dans la vie courante, c'est-à-dire le fait que les Juifs disparaissent devient un parti sans laisser d'adresse, si vous voulez. C'est toute la langue là s'imprègne. La terreur, elle vient dans les noms aussi, dans les noms qu'on donne aux organisations et aux membres des organisations. Enfin, je cite notamment les grades de la SS qui sont absolument terrifiants à entendre simplement et qui sont intraduisibles parce que je pense qu'ils ont été créés pour leur capacité sonore de créer l'épouvante, justement. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est un vocabulaire de dissimulation qui va entrer en jeu très très rapidement parce que même si on comprend bien dans Mein Kampf que Hitler, par exemple, a des intentions bellicistes, il ne les affiche pas en tant que telles. Ça, c'est donc dès 1925, il y a déjà cette volonté de ne pas dire exactement où on va aller, même si en lisant entre les lignes, on comprend tout à fait. Et puis ensuite, pendant à partir de 1939 et encore plus à partir de 1941, il va falloir trouver des mots pour dissimuler l'extermination, d'abord celle des malades mentaux, puis celle des juifs, des tziganes, des homosexuels, des réfractaires, etc. Et là, le nazisme va développer un second vocabulaire qui va avoir pour unique but de ne pas révéler ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire un monstrueux génocide plus grand qu'est connu l'histoire de l'humanité avant et après.
Pourtant, la frontière entre les deux n'est pas si claire que ça, non? Parce que vous dites que donc il y a des longues phrases qui sont incompréhensibles, illogiques, et puis au milieu de ce magma, de cette bouillie, il y a des phrases, des passages bien plus nets, un style simple et direct, et ce sont ces phrases-là qui sont finalement plus compréhensibles, qui désignent en général les boucs émissaires et le complot. Oui, tout à fait. C'est une méthode d'écriture chez Hitler. Je sais toujours pas si elle est totalement volontaire ou pas, mais c'est comme ça qu'il travaille. C'est-à-dire qu'il travaille avec des espèces de démonstrations extrêmement laborieuses, extrêmement poussives, très très mal fichues à la fois sur la forme, mais aussi sur le fond. Enfin, il fait en permanence des erreurs de logique et des glissements sémantiques monstrueux. Mais au bout du compte, il y a toujours effectivement une conclusion qui elle est simpliste et qui vise la plupart du temps à désigner l'ennemi à abattre pour régler tous les problèmes de l'Allemagne, que ce soit le juif, c'est le plus fréquemment, ou tous les autres ennemis du nazisme, et en particulier les intellectuels, les musiciens, les artistes, les journalistes, les professeurs, tout ce qui représente aux yeux de Hitler le mal absolu, c'est-à-dire l'intelligence et la culture. Est-ce qu'on peut parler alors d'un appauvrissement de la langue et de la littérature allemande? Et si oui, est-ce que après la Deuxième Guerre mondiale, est-ce qu'il y a eu une déconstruction de cette langue nazie, une dénazification de la langue? Oui, alors il y a deux éléments dans votre question. La langue allemande souffre monstrueusement pendant la guerre. Elle est totalement tordue, et ça, c'est ce que montre admirablement Klemperer, aussi bien dans LTI que dans son journal. C'est le premier point. La littérature allemande pendant la guerre, elle est soit à l'extérieur, c'est-à-dire que tous les grands écrivains qui ont pu le faire se sont exilés, à l'exception d'Ernst Jünger, et donc travaillent à l'extérieur avec une langue qu'ils développent de leur côté, quand ils ne passent pas carrément dans une autre langue, ce qui est le cas par exemple d'Hannah Arendt ou en partie d'Adorno. À l'intérieur même du pays, la littérature meurt, mais en espace de quelques années, il n'y a absolument plus rien. Il n'y a pas un livre, à part Jünger et ses falaises de marbre, qui ait été écrit dans l'Allemagne nazie et qui ait une qualité quelconque. Ça crée une sous-littérature totalement étouffée, bâillonnée, où d'une part on ne peut rien dire et d'autre part on n'a tout simplement rien à dire. Il y a plus de projet littéraire possible dans ce régime. Du coup, effectivement, après la guerre, il y a un double mouvement. D'abord, dénazification du langage. Il est évident qu'on ne parle plus de Volksempfänger, mais on garde quand même le nom de Volkswagen pour cette voiture qu'on attribue à Hitler, qui en fait est sortie après la guerre. Et puis, oui, il y a des projets de recréation d'une langue allemande dans la littérature, notamment avec le fameux groupe 47, qui réunit les plus grands écrivains de l'époque autour de l'idée de reconstituer une littérature allemande. 47 parce que fondé en 1947. Hein. Et tout à fait. Tout à fait. Alors, vous faites aussi un parallèle avec aujourd'hui, parce que cette langue nazie, il y a des similitudes avec celles des autres totalitarismes, et aussi avec certains responsables politiques actuels, au premier rang duquel vous placez Donald Trump. Quelle similarité vous décelez entre les deux ? Alors, pour Trump, je suis très, très prudent avec ça. C'est dans la forme que je vois des similitudes. C'est-à-dire que je constate, et je suis pas le seul à le faire, je cite beaucoup Bérengère Viennot qui a beaucoup écrit sur la langue de Trump. Je constate que le même procédé est utilisé. On a une immense confusion, aussi bien dans les discours que dans le mode préféré d'expression de Trump quand il était président et avant, c'est le tweet. Une extrême confusion du discours, qui devient pratiquement incohérent, qui est totalement intraduisible, mais qui, là encore, débouche sur des vérités simplistes. Ma comparaison s'arrête là. Il est évident pour moi qu'on ne peut pas dire que Trump soit un nazi exterminationniste, ça ne c'est absolument pas ce que je veux dire, mais c'est un homme brutal, qui a lui aussi tenté un coup d'État aussi minable que celui du 23 novembre qui a envoyé Hitler au Landsberg, et qui est entouré de gens extrêmement dangereux comme l'était Hitler. Voilà, je pense qu'il est courant d'extrême droite très profond qu'on a vu par exemple le 6 janvier avec des mouvements ouvertement néo-nazis ont été très largement favorisés par le mode d'expression qu'avait choisi Trump, qui est la violence par la confusion et la confusion suivant la violence. Vous racontez dans le livre, donc dans votre livre, les critiques qui ont accompagné ce projet au moment de sa préparation et puis au moment de sa sortie, des critiques qui proviennent plutôt des politiques que des historiens, puisque vous dites que les historiens se sont en général positionnés en faveur d'une édition critique. Et est-ce que, au moment de la sortie du livre, est-ce que ces critiques vous ont surpris ? Est-ce que vous y étiez préparé ?
Alors en fait, il y a eu deux phases, hein. Il y a eu une phase en 2016 de critiques qui ont très largement précédé la sortie du livre et qui ont été formulées par des gens qui savaient absolument pas quel était le projet, à la suite d'une série de fausses nouvelles qui ont circulé, d'un article qui comportait une énorme bourde sur le moment où il devait sortir, et puis d'une polémique politicienne dont je tiens pas trop à parler ici, qui était lancée Oui. par un grand leader. Et donc en fait, c'était un débat qui a commencé par tourner un peu dans le vide, puisque personne ne connaissait le projet, personne ne savait exactement sur quoi nous travaillions et ne pouvait dire ce qu'on allait faire. Cela étant dit, cette polémique-là, alors elle m'a pas surprise parce que je savais pertinemment ce que charriait, si vous voulez, ce livre et que donc il y aurait forcément des discussions. Elle m'a pas surprise non plus sur la forme parce que elle m'a prouvé, moi, que notre travail était nécessaire. C'est-à-dire que j'ai entendu tellement de bêtises à ce moment-là sur le fond du texte et sur ses conséquences directes. J'ai entendu dire, par exemple, que ce texte avait mené à la Seconde Guerre mondiale et à la Shoah. Il n'y a rien, strictement rien dans Mein Kampf sur la Shoah. C'est la politique d'Hitler qui a été menée par Hitler par la suite et par son encadrement qui a débouché sur ces deux phénomènes. Le texte lui-même annonçait les choses. Il ne les a pas déclenchées. Un texte ne déclenche pas. Cette idée même est totalement absurde. Par contre, l'étudier permet de comprendre les causes de ce qui s'est passé et de le faire tout à fait efficacement. Donc, j'ai pas été du tout étonné, parfois légèrement agacé, je vous le cache pas, mais on a eu aussi plein de critiques extrêmement intéressantes, de vraies critiques, c'est-à-dire pas de complaisance, hein, d'historiens qui nous ont exprimé des craintes, etc., qui ont permis à l'équipe, et notamment à l'équipe éditoriale de Sophie Closet et Sophie Hogg, de mener un remarquable travail de réflexion avec Florent Braillard sur la manière précisément dont le texte devait sortir. Et quand il est sorti, il n'y a eu absolument aucune remarque négative. On a eu partout de très très bons articles disant que le pari avait été réussi, à l'exception toujours du même grand leader qui a cru devoir de nouveau publier quelques lignes, mais qui sont totalement tombées à l'eau. Voilà. Cette tempête critique qui a eu lieu en 2016, avec la force notamment des réseaux sociaux, nous a finalement été très utile. Il nous a évité certainement de faire des bêtises aussi dans le travail éditorial. C'est vrai, on peut rappeler les décisions qui avaient été prises pour que le livre ne soit pas considéré comme un objet commercial. Donc le livre, à l'époque, n'était pas disponible, enfin était disponible en librairie, mais pas exposé, c'était sur commande. Ouais. La couverture était blanche, ne reprend pas en grand le titre Mein Kampf, il n'y avait pas d'illustration. Il n'y a pas le nom Voilà. d'Hitler non plus. Ouais. Voilà, le prix était volontairement élevé, à 100 €, Ouais. et puis les bénéfices étaient intégralement reversés à la fondation Auschwitz-Birkenau. Le premier tirage était de 10 000 exemplaires. On sait combien ont été vendus et quel lectorat l'a acheté? Alors, il a été réimprimé. Je ne pense pas qu'il y ait eu beaucoup plus d'exemplaires vendus, en tout cas pour l'instant. Le lectorat, je ne crois pas qu'il y ait eu d'enquête faite en France, mais on en a fait en Allemagne où le livre a atteint les 80 000 exemplaires. Et les enquêtes menées auprès des libraires concordaient toutes. C'est un lectorat d'universitaires, de professeurs et de personnes très intéressées par l'histoire. En Allemagne, ça n'a rien d'étonnant parce qu'il y a depuis les années 2000 à peu près des associations d'histoire qui travaillent un peu partout au niveau local sur l'histoire du nazisme et qui se sont mises à travailler là-dessus aussi dans la foulée. En France, on sait que les 15 000 exemplaires ont été, toutes les personnes que je connais qui l'ont acheté sont des universitaires, des chercheurs, des professeurs d'histoire. Il est évident, si vous voulez, que quelqu'un qui voudrait utiliser ce livre pour faire de la propagande aurait beaucoup de mal à le faire dans la mesure où chaque mot qui est mensonger de Hitler est rectifié, complété, développé, et où toutes les conséquences bien réelles du texte sont développées. Oui, pour ça, il y a de toute façon déjà des éditions pirates sur Internet, et donc... Ah oui, mais de toute façon, d'abord, le livre était en vente libre, et d'autre part, vous le trouvez absolument partout, gratuitement sur Internet, en 2 clics, et notamment sur les sites d'extrême droite. Et Forisson, par exemple, avait très, très violemment condamné ce projet quand il en a eu vent. Parce que pour lui, c'était déformer, enfin, oser commenter les textes de ses auteurs, c'était forcément leur imprimer une direction idéologique. À propos d'Internet, Olivier, j'ai une petite question annexe. On dispose aujourd'hui de plusieurs outils de traduction automatique qui font intervenir des algorithmes d'intelligence artificielle. Est-ce que vous avez essayé de passer des extraits de Mein Kampf à leur moulinette? Qu'est-ce que ça donne? Non, j'ai pas essayé de passer Mein Kampf. J'ai essayé 2 fois pour mon école de traduction. J'ai passé 2 textes, une page de 2 textes littéraires, juste pour voir ce que ça donnait. Et c'était tellement dramatique que je m'en sers en fait de cet outil
partie pour montrer à mes élèves ce qu'il faut pas faire. Ça fait des contresens monstrueux, et surtout, c'est la négation même de la traduction littéraire. C'est-à-dire que ce sont des machines qui se contentent de traduire des mots, et traduire des livres, c'est aller chercher un contexte, aller comprendre ce que veut dire l'auteur, fouiller jusqu'au bout tout ce que peut contenir le texte en termes de rythme, de poésie, de lumière, de sonorité, etc. Et ça, ce travail-là, mais aucune machine ne sera jamais capable de le faire, même dans 1000 ans. C'est absolument impossible. Pour terminer, vous racontez dans votre livre votre cheminement personnel jusqu'à Mein Kampf. Le chapitre s'intitule joliment Les flots bruns. Et donc vous revenez sur les livres de l'Allemagne nazie sur lesquels vous avez travaillé, qu'il s'agisse d'écrits produits par des acteurs de la période ou alors des essais postérieurs. Est-ce que du coup vous considérez que Mein Kampf pour vous c'est le bout du chemin? Est-ce qu'il clôt un chapitre de votre œuvre ou est-ce que vous allez poursuivre le travail sur cette période? Écoutez, tant qu'il y aura du travail intelligent à faire sur cette période, et il en reste, oui, certainement. Je pense pas que j'écrirai encore dessus, personnellement, parce que pour moi, je crois que je suis allé quand même au bout de ma réflexion sur le problème, mais ma réflexion va me mène maintenant vers d'autres éléments qui seront liés à ça, même si je les cite plus. Je veux dire, on ramène souvent les choses au nazisme. Il y a ce fameux point Godwin, vous savez, qu'on attribue parce que vous entendez quelqu'un qui dit les Juifs sont ceci ou cela, et vous lui dites mais vous avez des propos de nazis, et il vous sort tout de suite le point Godwin en disant vous n'avez pas le droit de me ramener au nazisme parce que je suis antisémite. Bon, c'est un classique du genre, mais je pense que dans la manière dont les nazis ont structuré la société allemande pendant 12 ans, ils ont laissé des traces extrêmement profondes, beaucoup plus profondes qu'on ne le pense sur un certain nombre de choses. Ils n'ont naturellement pas été les seuls, mais le retour actuel de certaines manières de penser, de certaines manières de s'exprimer, de certaines manières de structurer ses textes et sa parole m'entraîne moi vers d'autres réflexions sur le respect de la dignité humaine, sur le respect de la raison et sur l'avenir qu'on est en train de se préparer aujourd'hui avec la dégradation du langage. Voilà, je pense que mes prochains travaux iront plutôt dans ce domaine-là. Très bien. Merci beaucoup, Olivier Manoni, d'avoir accepté cette invitation. Merci bien de m'avoir consacré tant de temps. Je vous en prie. Donc, je rappelle le titre de votre livre, Traduire Hitler. C'est aux éditions Héloïse Desromesson et déjà disponible en librairie. Quant à moi, je vous remercie de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain épisode.